Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. Inauguration ce vendredi du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Le vice-président de la République souligne l'intérêt économique de cette infrastructure qui permettra d'accroître les performances et de renforcer le positionnement du port sur la façade atlantique. Une capacité de traitement annuel de 2,5 millions de conteneurs. C'est la reconnaissance de ces actions humanitaires multiples dans le domaine de la santé, de l'éducation et du social en faveur des femmes et des enfants. Le FAFSI pour l'autonomisation des femmes et le CNS, son engagement dans la lutte contre le travail des enfants. La première dame Dominique Ouattara a élevé au rang de grand officier dans l'ordre national. L'offre hôtelière premium s'accroît dans le pays. Le Premier ministre a lancé les travaux du complexe Akouaba. Cet ouvrage dans la commune de Port-Bouet est constitué d'un hôtel, des bureaux et de commerce. C'est un investissement de 33 milliards de francs CFA, 2000 emplois ainsi créés. Les violences basées sur le genre, 16 jours d'activisme pour sensibiliser, interpeller et appeler à l'implication de tous contre cette pratique. Des personnes continuent de souffrir de ce phénomène. Dans ce journal, on fera un focus sur des cas extrêmes. Le vice-président de la République a présidé ce vendredi la cérémonie officielle d'inauguration du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Un investissement de 596 milliards de francs CFA. Cet outil repositionne le port et le hisse au rang des plus performants de la côte atlantique et de l'Afrique. Alexis Ouedraogo. 6 portiques de quai, de 13 portiques de parc, 36 tracteurs électriques et 2 élévateurs télescopiques. Avec un quai de 1100 mètres de long, le deuxième terminal à conteneurs ultramoderne du port autonome d'Abidjan va accueillir des navires de 16 mètres de tirant d'eau. Ce terminal ultramoderne, bâti sur 37,5 hectares sur Amblais, et labellisé Green Terminal, du fait de l'usage d'équipements à fonctionnement électrique, a coûté 596 milliards de francs CFA, dont la moitié apportée par l'État via un prêt rétrocédé au port autonome d'Abidjan. Il permettra au port d'Abidjan de traiter annuellement 2 500 000 conteneurs contre 1 million de conteneurs actuellement. Il emploiera en permanence 450 personnes. En 10 ans, plus de 1100 milliards de francs CFA ont été investis dans les activités portuaires. Le port autonome d'Abidjan représente 88% du total des recettes douanières. Grâce à la confiance des armateurs, ce nouveau terminal sera une plateforme de transbordement pour les pays côtiers limitrophes et une porte d'entrée privilégiée pour les pays enclavés de la région. Pour le ministre du Transport, la politique d'amélioration des infrastructures routières va accompagner ce développement. Le port devient compétitif, la ville devra être compétitive et tout ceci avec une harmonie dans la croissance des entreprises et c'est tout ceci qui viendra soutenir davantage l'économie nationale. Représentant le chef de l'État, le vice-président indique que ce deuxième terminal à conteneurs est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port, mais également de progrès. Il a traduit les encouragements du chef de l'État aux responsables de la structure. Ce deuxième terminal à conteneurs que nous inaugurons ce jour est non seulement un nouvel outil de repositionnement du port d'Abidjan au niveau africain, voire mondial, mais également un puissant vecteur pour accompagner durablement notre pays sur le chemin du progrès. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, m'a expressément chargé de transmettre à tous ses vives félicitations et ses encouragements pour les efforts accomplis au quotidien pour donner corps à sa vision de hisser le port d'Abidjan au rang des plus performants de la côte atlantique et de l'Afrique. Avec le nouvel ouvrage, la Côte d'Ivoire se positionne comme le hub majeur de la côte ouest africaine. Les enjeux de la présente cérémonie d'inauguration sont très importants, non seulement pour le port d'Abidjan,
mais également et surtout pour la Côte d'Ivoire, voire pour toute la sous-région, qui bénéficiera assurément des retombées de tout ce nouveau terminal. C'est pourquoi je tiens à ce que chacun sache ici combien le président de la République y accorde tout l'intérêt et le soutien nécessaires. Un juste retour serait une exploitation valorisante de cette infrastructure afin d'obtenir des résultats positifs susceptibles d'améliorer significativement le vécu des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Rappelons que ce deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan est bâti sur une superficie de 37,5 hectares pour un investissement global de 596 milliards de francs CFA. La première dame distinguée hier à la grande chancellerie en présence du chef de l'État, Dominique Ouattara obtient le grade de grand officier dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Cette distinction est la reconnaissance de plusieurs années au service de toutes les populations, notamment les plus vulnérables, les femmes et les enfants. Viviane Aïmé. 42 ans d'action humanitaire, presque une vie entière. Au départ, en 1980, comme simple bénévole qui vient en aide aux enfants de la rue dans la commune du Plateau. Puis, en 1994, comme initiatrice d'un centre d'accueil baptisé la Case des enfants, qui héberge et s'occupe des enfants de la rue et des orphelins. En 1998, comme fondatrice de la Fondation humanitaire Children of Africa, qui œuvre pour l'épanouissement de l'enfant au plan social, sanitaire et éducatif. Depuis 2011, comme présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants, initiatrice depuis 2012 d'un fonds de microcrédit qui permet aux femmes ivoiriennes qui ne peuvent accéder à un prêt dans les structures bancaires traditionnelles de pouvoir bénéficier d'un crédit remboursable sans intérêt pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Bâtisseuse d'un hôpital moderne dédié aux soins de la mère et de l'enfant. Bâtisseuse de centres d'accueil et d'apprentissage pour enfants victimes de traite et d'exploitation. De centres d'accueil et d'apprentissage pour enfants en conflit avec la loi. Bâtisseuse de classes exceptionnelles dans la très peuplée commune d'Abobo. La liste des actions initiées est longue. Aussi, ce jeudi 1er décembre 2022, la nation ivoirienne a décidé d'honorer à son tour son illustre fille, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et lui dire merci pour tant de dévouement et d'altruisme. La cérémonie de distinction a drainé du monde, au premier rang son époux et plus fidèle soutien, le président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs témoignages d'heureux bénéficiaires de ces actions, ou encore de proches, sont venus révéler des aspects peu connus de cette passionnée d'humanitaire. Grâce à vous, chère maman, vos enfants de la case sont devenus des adultes responsables. Eric Bacon est en Chine et prépare un doctorat en génie biomédical. Un autre, Nguesson Eric Kwame, notre dévancier, est professeur de menuiserie au Centre de formation professionnelle d'Azopé depuis plusieurs années. Gbane Badaoudou a un diplôme d'ingénieur en comptabilité financière et audit. Claver Ngoran a une licence en électrotechnique et Cécile Frey-Zawi est étudiante à l'INGS pour être professeure de sport. La liste est longue, aussi je ne peux tous les citer. Mais sachez que, grâce à vous, nous avons un avenir radieux désormais. Aujourd'hui, je raconte mon histoire, mais je raconte l'histoire de beaucoup de femmes de la Côte d'Ivoire qui, grâce au prêt FAFSI, aujourd'hui sont indépendantes financièrement, arrivent à s'occuper de leur famille, subvenir à leurs besoins. Des mamans qui étaient dans des situations difficiles, mais aujourd'hui sont une fierté dans leur communauté, grâce à leurs activités. Aujourd'hui, maman Dominique Ouattara, je voudrais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je réfléchis parfois, je me dis sans vous, qu'est-ce que j'allais devenir parce que ce n'était pas facile. Sans emploi, on ne peut pas toujours tendre la main. Mais aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins, aux besoins de mes petits frères, et maman est fière de moi. Merci, Papa Ado.
Parce que si maman Dominique Ouattara arrive à poser autant d'actions, nous savons que vous êtes le pilier et que vous la soutenez. Est-ce trahir un secret que de dévoiler qu'à un certain moment de votre vie, cher Dominique, votre goût des autres était tel que vous rêviez d'embrasser une carrière ecclésiastique, c'est-à-dire devenir religieuse. Si votre vœu n'a pas été exaucé par Dieu, le Tout-Puissant vous a quand même entendu, puisqu'il vous a fait don d'un cœur intelligent. Un cœur intelligent, le roi Salomon suppliait l'Éternel de lui accorder ce cœur-là. Mais quelle chance vous avez, ma chère Dominique, vous en êtes dotée. Et là, vous avez une arme redoutable pour agir utilement. Pour nous, vous appartenez incontestablement à la lignée des reines du cœur. La cause est entendue. Voulant vous consacrer davantage à cette cause qui vous tient tant à cœur, vous avez cru bien de créer en 1998 une fondation dénommée Children of Africa. Personne n'en doute, vous êtes profondément engagé dans le combat pour l'épanouissement de la femme, pour son accomplissement, sans être pour autant une féministe invétérée. Sans doute fallait-il ces qualités combinées pour opérer cette alchimie avec un époux au destin tellement singulier. Ayant pratiqué le couple, je puis affirmer qu'Alassane et Dominique vivent un amour fusionnel depuis qu'ils se sont mariés. Au nom de tous vos invités, de tous vos amis ici présents, je voudrais vous dire notre joie infinie de vous voir honorés d'une façon si éclatante par la nation. Honneur à vous, Dominique. Rappelant pour sa part le grand mérite de l'impétrante et les innombrables services rendus à la nation, la grande chancelière de l'Ordre national lui a décerné au nom du président de la République, qui est intervenu à sa suite, une haute distinction honorifique. C'est une femme qui mérite d'être admirée. Elle a toujours employé son énergie à essayer d'atténuer la souffrance des orphelins, des enfants de la rue, des enfants travailleurs. Elle a toujours voulu aider les femmes à être plus autonomes et plus fortes dans la société. Elle le confirme en affirmant, et je cite, « Dès qu'un enfant avait un problème, j'étais là pour l'aider. La fibre humanitaire, on l'a ou on ne l'a pas. » Fin de citation. Oui, cher Dominique Ouattara, vous avez mérité que la nation vous remercie et reconnaisse vos bienfaits envers elle et vos mérites. Épouse Alassane Dramane Ouattara. Première dame de Côte d'Ivoire, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, et au nom de Madame la Grande Chancelière, nous nous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national. C'est avec un bonheur visible que la première dame Dominique Ouattara a accueilli cette insigne marque de reconnaissance nationale. Cette distinction, je voudrais la dédier à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui m'a toujours soutenu dans l'accomplissement de mes projets et de mes actions humanitaires. Mon chéri,
Je te remercie du fond du cœur d'avoir cru dès le départ en mon engagement et de m'avoir soutenu durant toutes ces années. Tu as grandement contribué à ce que j'assume pleinement mon rôle, tout d'abord de présidente de la Fondation Children of Africa, puis de première dame de Côte d'Ivoire à tes côtés. Je voudrais te dire que je t'aime et que je suis fière d'être ton épouse. Pose photo pour immortaliser cet événement avec son époux, avec ses nombreux invités. Ce sacre qui vient consacrer des décennies d'efforts au service de ses semblables ne sera certainement pas le dernier. La récipiendaire a annoncé vouloir aller de l'avant et s'investir encore plus. La première dame Dominique Ouattara, grand officier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire depuis hier. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Patrick Achi, qui a lancé les travaux du complexe Aquaba ce jeudi. C'est un investissement de 33 milliards de francs CFA. L'ouvrage sort de terre à Port-Bouët. Il va accroître l'offre hôtelière premium dans le pays. Alexis Ouedraogo. C'est un complexe hôtelier qui veut révolutionner Abidjan. Un ensemble urbain complémentaire et attractif, comprenant un hôtel, des bureaux et des commerces. Le projet hôtelier Golden Tulip Aquaba, financé par les banques locales, représente un investissement de plus de 30 milliards de francs CFA, soit 50% du coût global de réalisation du complexe Aquaba, et contribuera à la création de 2000 emplois directs en phase d'exploitation, y compris 250 dans le secteur hôtelier. Depuis plusieurs années, je cherchais une opportunité pour implanter l'enseigne Golden Tulip à Abidjan. Golden Tulip célèbre cette année son 60e anniversaire et je ne pouvais espérer qu'un meilleur cadeau que la pose de cette première pierre. Situé à Marcory, le complexe Aquaba veut accroître l'offre hôtelière premium dans le pays. Les 205 nouvelles chambres de luxe de complexe Aquaba viendront accroître la capacité d'accueil hôtelière, mais aussi renforcer la position d'Abidjan en tant que hub du tourisme d'affaires et de loisirs dans la sous-région. Projet d'ambition porté par des nationaux, Aquaba épouse la vision du chef de l'État engagé à faire émerger des champions nationaux dans le secteur notamment du tourisme. Il s'agit de créer un cadre concurrentiel et compétitif au niveau mondial pour toujours mieux attirer des investisseurs dans les hôtels, les espaces de loisirs, les restaurants, les parcs d'attractions ou aquatiques et les parcours culturels ou naturels. Et naturellement, in fine, pour toujours mieux attirer les visiteurs, qu'ils viennent ici pour faire des affaires ou pour s'émerveiller, pour se ressourcer ou prospérer. Nous ne voulons leur dire qu'une seule chose. La Côte d'Ivoire est là, Aquaba. Et l'État se donne les moyens de rendre un peu plus attractif le secteur par des réformes au bénéfice des acteurs du secteur. Notons qu'avec près de 4400 hôtels et 66 000 chambres, l'hôtellerie en Côte d'Ivoire a connu un doublement de ses capacités entre 2015 et 2021. Le médecin général de brigade Akissi Kwame a tiré sa révérence à l'âge de 67 ans après la levée du corps, un hommage rendu à la première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire par les forces de défense et de sécurité. C'était au sein de l'état-major des armées, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités politiques et militaires. Allons à l'Assemblée nationale, les parlementaires très sollicités ces derniers temps. Ils ont reçu le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Amadou Coulibaly a présenté le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur le code des postes. Il a souligné la nécessité d'offrir à la Côte d'Ivoire un service postal conforme aux exigences de modernité et de compétitivité. Souleymane Donisongou, Moussa Konaté. Vétusté des équipements, convoi de colis par d'autres structures concurrentes, influence des technologies numériques, violation de son champ d'action. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant modification de la loi portant code des postes est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Le texte annonce des perspectives pour le secteur postal. La loi numéro 2013-702 du 10 octobre 2013 portant code des postes dote la Côte d'Ivoire d'un nouveau cadre juridique et institutionnel adapté à l'environnement moderne de développement des services postaux.
Ce nouveau cadre juridique a institué 3 régimes des activités permettant l'entrée sur le marché postal, à savoir les services postaux soumis à autorisation délivrés par l'ARTCI après le paiement d'une contrepartie financière fixée par décret, les services postaux libres soumis à une simple déclaration d'activité auprès de l'ARTCI et constitués de l'ensemble des prestations réalisées dans un cadre purement contractuel, le service postal universel, SPU, en abrégé, soumis à déclaration d'une licence accordée par décret pour une durée maximale de 20 ans renouvelable. Le nouveau cadre juridique institue également des régimes des activités permettant l'entrée sur le marché postal, dont le plus significatif est l'institution d'un service postal universel, SPU. On reste à l'Assemblée nationale. 3 projets de loi adoptés par la Commission des affaires économiques et financières. Ces textes présentés par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, ils portent sur l'activité d'affacturage, les infractions boursières sur le marché financier de l'UMOA et les sanctions liées au blanchiment des capitaux. On le voit avec l'enseignant Bakayoko. Le premier projet de loi présenté aux députés par le commissaire du gouvernement, Adama Coulibaly, porte sur l'activité d'affacturage en Côte d'Ivoire. Ce texte vient régler les difficultés d'accès au financement des PME-TPE en raison notamment de l'indolence des établissements financiers à accompagner ces catégories d'entreprises malgré le besoin constant de flux de trésorerie. Il s'agit pour ces entreprises-là de pouvoir toucher par avance les créances qu'elles ont sur leurs débiteurs. Donc il y a un intermédiaire qui peut être un établissement financier ou une institution financière de développement, SFD, pour pouvoir justement régler la créance à l'entreprise en question et la créance, l'USCD, qui se charge du recouvrement pour le compte justement de l'entreprise concernée. Ce deuxième projet de loi soumis à la Commission fait l'inventaire des infractions boursières sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Ce texte prévoit des sanctions pour ceux qui viendraient en fait à manipuler les cours des bourses, à se rendre coupables de certaines malversations au niveau du fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières. Le troisième projet de loi ratifie l'ordonnance portant régime des sanctions administratives applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce texte a été adopté pour permettre effectivement que la Côte d'Ivoire, qui présente un haut profil économique, financier à l'international, puisse démontrer effectivement qu'elle n'est pas totalement soumise aux questions de blanchiment des capitaux. En attendant la plénière, tous ces 3 textes ont été validés en première lecture par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. En économie toujours, le Fonds monétaire international a présenté son rapport semi-annuel d'octobre 2022 des perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne. Un rapport qui déplore l'environnement économique actuellement éprouvé par les bouleversements dont la crise russo-ukrainienne, des chocs qui pourraient maintenir la croissance économique de la sous-région à 3,7% en 2023. Le FMI a aussi fait des propositions que l'on peut voir dans ce reportage de Mamadou Kwasi. La Côte d'Ivoire, sortie de la liste des pays fragiles établie par le Fonds monétaire international FMI. C'est ce qui ressort du rapport semi-annuel de cette institution financière. La mission de l'ONU pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire s'est achevée en 2017 et généralement, au bout de 2 ou 3 ans, les pays sortent de cette liste avec d'autres, bien sûr, conditions d'amélioration de la situation. Et avec la pandémie, la Côte d'Ivoire, ce rapport n'avait pas été mis à jour en 2020 et donc ça a pris un peu plus de temps. Ce rapport fait cas également des bouleversements économiques créés par plusieurs facteurs, dont la crise russo-ukrainienne. Des situations qui pourraient impacter la croissance économique des pays de l'Afrique subsaharienne. Des propositions sont faites en vue d'améliorer la croissance économique de nos pays. Il est important de progressivement retirer les mesures d'accompagnement, notamment les subventions aux produits pétroliers ainsi que sur les produits alimentaires progressivement, afin de permettre aux États de faire des transferts plus ciblés pour protéger les couches sociales les plus vulnérables.
Des propositions qui rencontrent l'assentiment des autorités ivoiriennes qui mettent un accent particulier sur la croissance verte. En lien justement avec ce qui se passe à l'international, il faut que nous puissions intégrer désormais dans tout notre travail les questions liées au changement climatique. C'est ce qui va permettre d'avoir une croissance économique durable et soutenable dans le temps. Le rapport semi-annuel octobre 2022 du FMI porte sur des études économiques et financières sur les perspectives économiques et régionales de l'Afrique subsaharienne. On reste avec Mamadou Kwasi. 23 étudiants de l'INPHB viennent de finir leur formation en master professionnel en management de grands projets. Ces ingénieurs en travaux publics ont reçu leur parchemin et sont désormais prêts à l'emploi. Pour cette troisième promotion, ils sont 23 jeunes filles et hommes qui font leur entrée dans le monde de l'emploi, précisément celui des travaux publics. Pendant 18 mois, ils ont été formés au management des grands travaux de construction. Une formation faite dans le prestigieux Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce que les Ivoiriens peuvent attendre de nous, c'est que des jeunes ingénieurs sont formés pour la conduite des projets. La Côte d'Ivoire peut compter sur les 23 auditeurs qui sont sortis pour contribuer à son développement. L'accès à ce master professionnel requiert des critères très pointueux. Parrain de cette troisième promotion, le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté ses filleuls à l'abnégation et surtout au sérieux dans le travail, afin de contribuer à la construction de la Côte d'Ivoire moderne. La vision du président Alassane Ouattara, elle est grande, elle est claire. Et il nous faut des ingénieurs de qualité, des techniciens de qualité. Donc déjà, il faut qu'ils se concentrent sur le travail qu'ils ont à faire, parce que c'est un métier qui est extrêmement difficile. Quand on construit des projets comme le pont de Cocody, comme le 4e pont, qui sont des ouvrages d'une certaine envergure, avec la tour F qui est en train d'être construite, ce sont à plus de 200-300 mètres de hauteur. Donc il nous faut des techniciens d'un certain calibre. Et nous sommes très heureux que des jeunes Ivoiriens se soient engagés sur ce chemin. Le master professionnel en management des grands travaux de construction est le fruit d'un partenariat entre l'INPHB et le groupe PFO. Et dans ce même élan de l'acquisition du savoir, 25 hauts cadres de l'administration seront en formation en Inde. Ils vont recevoir des enseignements sur la bonne gouvernance. Avant leur départ, ils ont échangé avec les ministres Kofi Nguessan et Epiphane Zoro. Issa Tionayo. 25 hauts cadres de l'administration ivoirienne en formation en Inde. C'est le fruit de la coopération entre le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et l'Inde. Ces hauts cadres seront formés dans le domaine high-tech sur la thématique de la bonne gouvernance et la e-gouvernance. Au niveau où nous exerçons, nous sommes tous appelés à être des managers et en général, c'est sur le tas que nous apprenons nos différentes spécialités, juristes, administrateurs, médecins, ingénieurs et autres. Ça fait de nous de très jolis bateaux. Mais le paquebot est là, il faut bien qu'il circule sur l'eau. Si tu n'as pas cette capacité managériale, si tu n'as pas cette capacité de leadership, tes connaissances ne servent à rien du tout. Le ministre Kofi Nguessan demande aux apprenants de croire en eux et d'être ambitieux. L'Inde aujourd'hui a envahi le monde avec sa capacité à produire. Et comme vous êtes à de hauts niveaux de responsabilité, vous allez réfléchir là-bas pour comprendre leur système et comment nous allons adapter leur système à ce que nous faisons ici aujourd'hui. Nous, en tant que ministère en charge de la formation professionnelle, nous allons avoir des écoles au niveau de l'agriculture. On a des écoles au niveau de l'aquaculture. On a des écoles au niveau de la technologie d'une façon générale. Et avec vous, on va imaginer des formations. Ces hauts cadres de l'administration ivoirienne seront formés du 5 au 15 décembre 2022 en Inde. Pour bien former, il faut aussi du matériel, c'est ce qu'a bien noté la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a offert aux membres du syndicat national de l'enseignement primaire public du matériel bureautique. Ce geste était accompagné d'une enveloppe pour aider le syndicat. Devi Soyo, Lanciné Bakayoko. Après l'inauguration du siège du syndicat national de l'enseignement primaire public des Côtes d'Ivoire, les membres reçus par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a remis des fournitures bureautiques accompagnées de moyens financiers pour l'équipement de la maison des enseignants du SNEPSI. Madame, c'est un SNEPSI
heureux. Un synepsie qui sait se souvenir et qui saura se souvenir. Je voudrais vous rassurer. Vous pouvez compter sur le synepsie, madame. Nous sommes donc venus vous dire merci. Occasion pour Mariatou Koné de prodiguer des conseils aux enseignants pour une école apaisée. Vous êtes en train de dire merci à moi, non? Le merci que vous devez dire, c'est merci au président de la République. Dieu a voulu que 37 ans après la pose de la première pierre, ce soit sous le président Alassane Ouattara que ce bâtiment-là soit achevé. Et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est compter sur vous. Pour que l'école demeure apaisée. Parce que quand il y a l'école apaisée, quand le pays est stable, le canton Moret est respecté, l'école de qualité que nous souhaitons également se réalise. Cette rencontre témoigne de l'ambiance harmonieuse qui prévaut entre les syndicats et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et on s'arrête quelques minutes sur les violences basées sur le genre. C'est une préoccupation majeure dans le monde. Une femme sur 3 est victime selon une étude menée par l'ONU. En Côte d'Ivoire, 954 cas de viol ont été enregistrés en 2021. La période du 25 novembre au 10 décembre de chaque année est donc consacrée à la sensibilisation pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 16 jours d'activisme pour tenter de freiner le phénomène. Quelle est la réalité en Côte d'Ivoire? VBG focus sur des cas extrêmes. C'est le dossier Vie du Sud ce soir avec Khalil Diomandé, Alexis Ouedraogo. Sa main droite, elle l'a perdue. Son cou, son visage balafré. Victime de viol, Nadia, originaire d'un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire, nous raconte son histoire. C'était en 2014. Ce jour-là, je me rendais au champ. Sur le chemin, j'ai croisé un homme qui a obstrué mon passage et a demandé à coucher avec moi. Avec une machette en main, il a dit que si je ne lui obéis pas, il va me taillader. Après m'avoir violée, pas peur d'être dénoncé, il s'est mis à me donner des coups de machette jusqu'à ce qu'il coupe ma main droite. Pour lui, j'étais morte. Vu la gravité de son cas, elle sera transférée de Bondoukou au service d'urgence du CHU de Cocody à Abidjan avec le soutien d'une ONG. Elle bénéficie de premiers soins. Son bourreau, lui, est mis aux arrêts. 2014-2022, les années passent. Mais difficile de penser les plaies de la victime. Mon quotidien est devenu très difficile. Il faut être fort mentalement pour supporter une telle situation. Je ne peux plus exercer de travaux champêtres pour m'occuper de mes enfants. Cette jeune fille qui témoigne sous X révèle elle aussi l'atrocité des abus sexuels. Âgée de 14 ans, elle a été violée sous le regard impuissant de ses frères cadets. Les faits remontent à 2018. Ce jour-là, en pleine nuit, ses frères et elle-même reçoivent la visite d'un homme dans la concession familiale. Il dit qu'il veut se coucher avec moi. Il me dit que s'il n'est pas accepté, il va me faire du mal. Il est couché avec moi devant mes petits frères. Son violeur ne s'arrêtera pas là. Il dit que peut-être s'il ne nous a pas tués, mes deux petits frères vont aller tuer. Mais ça, il a pris le plus petit 4 ans et puis il a commencé à le macheter. Son petit frère âgé de 4 ans décède des coups infligés par la machette. L'adolescent, elle, survit. Son visage, ses mains sont mutilées. Elle est contrainte d'arrêter ses études. Voilà des personnes qui vont avoir des troubles. Cette image va revenir comme un film. Et au niveau physique, ce qui fait une personne, c'est l'autonomie. Mais quand on vous coupe vos membres, vous devenez dépendant. Et si ces femmes parviennent encore à faire face à l'adversité, c'est bien parce qu'elles sont soutenues par l'ONG Overcome et son partenaire Bloom. Nous nous sommes rendus à Cocody, Riviera Sinakasi, pour rencontrer la présidente de l'organisation.
Selon elle, les cas de viol sont nombreux dans la zone nord-ouest du pays. On nous a signalé le cas de viol d'une dame de 80 ans, d'une petite fille de 8 mois. Donc il y a lieu de continuer de poursuivre la sensibilisation dans cette zone, mais aussi de pouvoir soutenir ces personnes-là qui sont victimes de ces violences, à pouvoir guérir de ces blessures et les réinsérer socialement. Nous voulons qu'elles soient prises en charge totalement afin qu'elles puissent avoir, elles aussi, une seconde chance de réaliser leurs rêves. Mais quel appui le Conseil national des droits de l'homme apporte-t-il aux victimes de violences basées sur le genre? Lorsque nous recevons les cas de femmes victimes de viol, par exemple, nous les référons aux services aptes à leur offrir soit une prise en charge médicale, parce que dans ce genre de cas de figure, c'est ce qui urge. Nous leur donnons des conseils juridiques. Des réformes ont également été entreprises du côté du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour réduire ces cas. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a installé 84 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Donc dans toutes les localités, la victime se rend directement dans la gendarmerie de la localité ou dans le commissariat et elle est totalement prise en charge. Pour parvenir à des résultats probants, la ministre Nassineba Touré exhorte à briser le silence. Femmes de Côte d'Ivoire, hommes de Côte d'Ivoire, levons-nous tous ensemble et dénonçons tout genre de VBG pour que zéro tolérance contre les VBG en Côte d'Ivoire soit une réalité. En 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 822 cas de viol contre 954 en 2021, selon une étude menée par la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Des violences qui touchent aussi bien la gente féminine que masculine. Le 1308, c'est la ligne verte gratuite, ouverte pour dénoncer toute forme de violence en Côte d'Ivoire. VBG, focus sur des cas extrêmes, c'était le dossier vide ici de ce soir hors du pays. Engagé à mieux servir ses usagers, le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris a initié ce vendredi 2 jours de formation de ses agents. Il renforce leur capacité sur les bonnes pratiques pour une meilleure qualité de service. Ce consulat de Paris reste le plus sollicité du réseau diplomatique. Bahama Traoré, Zakaria Traoré sont à Paris. 62% de taux de satisfaction. C'est ce qui ressort de l'étude d'avis menée par le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris auprès de ses usagers. Les services qu'ils souhaitent voir améliorés sont l'accueil, la communication et un traitement plus rapide des demandes d'actes. Avec des partenaires techniques, la représentation diplomatique envisage d'y remédier. Au niveau du consulat, une solution pour accueillir les usagers. Ils pourront prendre des rendez-vous depuis la maison chez eux, venir sur place, ne plus faire de file d'attente. Ils auront des accès personnalisés et s'ils ont un problème, on mettra en place un centre d'appel sur lequel ils pourront appeler à partir d'un numéro gratuit. Une plateforme sécurisée de dernière génération qui permettra de contrôler et en même temps enregistrer chaque personne dans une base de données qui sera contrôlée depuis la Côte d'Ivoire. Une fois déployées, toutes ces solutions technologiques viendront optimiser les prestations. Et pour une meilleure qualité de service, le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris entreprend de renforcer les capacités de ses agents. 2 jours durant, ils se forment à l'établissement des actes d'état civil, de passeport et de visa. Nous allons donc attaquer lors de l'atelier l'ensemble des éléments qui nous reviennent comme étant des reproches qui sont faits. Mais on va aussi travailler sur la conformité de l'ensemble des actes qui sont émis, sur la sécurité de l'acte et sur la cohérence globale au niveau de l'ensemble des actes que nous allons déployer dans tout le réseau consulaire de la République de Côte d'Ivoire à Paris. Cette initiative est soutenue par la tutelle. S'il y a la dématérialisation, n'est-ce pas, de tous les rendez-vous et de tous les paiements, il est clair que nous aurons, n'est-ce pas, une efficience qui nous permettra, n'est-ce pas, d'atteindre nos objectifs. Parce qu'il est bien que nos concitoyens qui sont, n'est-ce pas, à l'extérieur du pays, aient les mêmes prestations, n'est-ce pas, que ceux qui sont, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Si ce nouveau dynamisme est implémenté, le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris espère atteindre un taux de satisfaction de ses usagers de 80% dans moins d'1 an. En 2021,
Cette mission diplomatique a enregistré plus de 21 000 demandes de passeport et plus de 20 000 requêtes de visa, toutes catégories confondues. Dans le reste de l'actualité en RDC, l'armée congolaise a signalé et dénoncé ce jeudi un massacre d'une cinquantaine de civils à Kichiche, une localité sous contrôle du M23 située à une centaine de kilomètres de Goma. La MONUSCO condamne ces actes et demande aux autorités d'enquêter sur les faits afin de traduire les auteurs en justice. Et puis on termine en Afrique du Sud. Un rapport soupçonne le président Cyril Ramaphosa de possibles violations et des fautes après la découverte d'importantes sommes d'argent chez lui. S'il pourrait être destitué, le moment est aussi délicat pour l'ANC. Mi-décembre, le poste de président du parti est à nouveau en jeu dans un contexte de dissensions internes. Et voilà qui m'intervient ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23 h avec Abdoulaye Koné demain 20 h. Retrouvez Marie-Longue Goran. Quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est à celui qui utilise la tortue comme un moyen de déplacement de se trouver une place où s'asseoir.